Salut les artistes, on se retrouve comme annoncé pour le test de l'Olympus EM10 Mark III. Cet appareil m'est prêté par Olympus, donc merci à eux. Je ne sais pas si cette marque vous est familière, moi pas trop, je la connaissais de nom mais je ne l'avais jamais testé. Mais je peux vous dire que cet appareil en a dans le ventre, Ultra HD 4K, stabilisation 5 axes et j'en passe encore des belles. Tout ça pour un boîtier nu aux alentours de 560-600 €. Comment c'est possible ? L'Olympus EM10 Mark III est sorti rentrée 2017, successeur de l'Olympus EM10 Mark II. Il continue de se perfectionner, cette nouvelle version vient apporter quelques nouveautés comme un nouveau processeur d'image ou encore un autofocus à détection de contraste de 121 collimateurs. On commence donc avec la prise en main du boîtier. On est sur un appareil photo assez compact, assumant ce style rétro de plus en plus présent sur les appareils photo hybrides, notamment comme pour le X-T20 de chez Fujifilm que j'ai testé récemment sur la chaîne. Au niveau des dimensions, on est à 121,5 mm en largeur, 83,6 mm en hauteur et 49,5 mm de profondeur, pour un poids total de 410 grammes, batterie et carte mémoire incluses. On a donc un appareil bien compact et relativement léger, mais pas trop non plus pour maintenir cette sensation de densité entre les mains. L'appareil est constitué majoritairement de plastique ainsi qu'une sorte de cuir synthétique et on peut apercevoir un peu de métal sur certaines touches et molettes. Côté confort, la prise en main est plutôt agréable. On a une petite cale pour le pouce assez bien travaillée et on a une poignée plutôt adéquate, même si personnellement j'ai toujours une préférence pour le volume des poignées réflexes. L'Olympus EM10 Mark III est proposé en noir ou en silver. Ensuite, que trouve-t-on à l'extérieur de ce boîtier ? À son sommet, de gauche à droite, apparaît sur cette dernière version une touche raccourcie permettant un accès rapide aux paramètres de prise de vue lorsqu'on est sur le mode PSAM. En mode manuel, par exemple, ça va afficher tous les paramètres de prise de vue, ou encore en mode vidéo, ça va nous permettre de choisir entre le mode standard, le mode 4K, clip ou encore ultra rapide. Ensuite, on a le bouton de mise sous tension, le bouton d'ouverture du flash. Sur l'épaule droite, on a une molette de sélection des modes, deux molettes de réglage, dont une surmontée du déclencheur, et puis une touche pour le zoom numérique, et puis on va également pouvoir y attribuer une fonction. Et puis on a la touche d'enregistrement vidéo. Au dos du boîtier, à côté du viseur, on a une touche pour permuter entre le viseur et l'écran LCD. Au-dessus de la cale pour le pouce, on a une touche de verrouillage de l'exposition qui peut également servir de touche fonction, sans quoi on a la touche menu, info, le trèfle habituel et puis la corbeille et le lecteur. Donc dans l'ensemble, on a une prise en main assez confortable, les boutons sont accessibles, la poignée pourrait être un petit peu plus prononcée, mais combinée avec la cale pour le pouce, on a un maintien assez correct. L'Olympus possède un écran LCD 3 pouces au format 3,5 affichant 1 040 000 points. L'écran est tactile, on va pouvoir par exemple déplacer le point d'autofocus, mais il ne l'est pas pour la navigation dans les menus. La luminosité de l'écran est réglable sur 7 niveaux, permettant une lecture fluide même en pleine lumière. L'écran sans quoi est orientable à 80 degrés vers le haut et 50 degrés vers le bas. Là encore, c'est dommage, en tant que vidéaste, j'ai besoin d'avoir un retour quand je me filme, donc j'aurais préféré avoir un écran sur rotule. Et ce qu'on oublie aussi souvent dans l'intérêt d'avoir un écran sur rotule, c'est que tu vas pouvoir le retourner pour protéger la dalle de l'écran. Ensuite, il est équipé d'un viseur électronique avec une dalle de 2 360 000 points avec un grossissement de 0,62x. Là, je n'ai pas remarqué de problème, la visée est assez fluide et confortable. En ce qui concerne les connectiques, on a un port HDMI et micro USB permettant également la recharge de la batterie. Et du coup, petite déception, il n'y a pas d'entrée micro et il n'y a pas non plus de prise casque, mais ça c'est pas non plus étonnant de ne pas l'avoir sur un appareil de cette gamme. On retrouve l'emplacement de la batterie sous le boîtier dans la poignée qui est également l'emplacement de la carte mémoire. L'Olympus annonce une autonomie d'environ 330 images en live view avec le stabilisateur d'image activé et environ 80 minutes en vidéo. Niveau carte mémoire, l'appareil est compatible aux cartes SD, SDHC, SDXC en Ultra High Speed 1 et Ultra High Speed 2. Donc ça c'est assez intéressant, notamment si vous tournez en 4K. L'appareil propose également des fonctionnalités sans fil en passant par l'application Olympus Image Share. On va pouvoir contrôler les paramètres d'exposition à distance, déclencher une prise de vue ou encore importer une photographie sur son smartphone.
Ensuite, comme pour beaucoup d'appareils photo hybrides, il existe un mode d'obturation électronique totalement silencieux. Par contre, les paramètres d'exposition sont gérés automatiquement dans ce mode. Le M10 Mark III a une moyenne de mise sous tension d'environ 1,65 secondes. Ensuite, l'Olympus est doté d'un capteur 4 tiers avec un capteur live MOS de 16 mégapixels avec un format de 17,3 par 13,0 mm. Il reprend également le processeur de sa version précédente, le TruePic 8. Et enfin, boîtier nu, on va pouvoir trouver l'Olympus EM10 Mark III aux alentours de 560-600 € et environ 700 € avec l'objectif du kit. On attaque maintenant les performances du boîtier et on va commencer par l'autofocus. L'appareil propose un système d'autofocus à détection de contraste. Avec cette version, on arrive à 121 collimateurs. On retrouve l'autofocus AFS, AFC, la détection du visage et des yeux. En photographie, l'autofocus est bien précis et rapide. Par contre, en mode rafale, l'autofocus a du mal à suivre un sujet en mouvement qui se dirige vers la caméra et au bout d'un moment, il arrête complètement de suivre un sujet. En vidéo, l'autofocus est un peu plus lent, c'est pas l'autofocus le plus rapide du monde, mais il reste quand même utilisable, on va pouvoir se débrouiller. Côté prise de vue en continu, l'Olympus va pouvoir monter jusqu'à environ 8,6 images par seconde, que ce soit du JPEG ou en RAW. La mémoire tampon, quant à elle, est de 22 images. Ensuite, tenez-vous bien, l'Olympus est équipé d'une stabilisation 5 axes, ce qui est plutôt assez rare sur un appareil de cette gamme de prix. Cette stabilisation va être très pratique en vidéo, notamment quand il est équipé d'un objectif non stabilisé, pour diminuer les vibrations. Je vous montre un plan sans la stabilisation 5 axes et maintenant un plan avec la stabilisation. Elle va également nous permettre de gagner quelques vitesses d'exposition à main levée tout en conservant la netteté. L'Olympus avec sa stabilisation annonce un gain de 4 diaph. Mais en plus de la stabilisation 5 axes, l'Olympus propose d'y additionner une stabilisation numérique. Alors on va avoir un petit crop en plus, mais généralement la stabilisation numérique n'est pas très efficace, mais là je dois avouer que le résultat est assez impressionnant. Tous ces plans sont faits à main levée et on dirait vraiment des plans faits avec un stabilisateur externe. L'Olympus est également équipé d'un zoom électronique, du coup ça va être bien pratique pour avoir un changement de focale fluide en vidéo. Par contre, quand on veut passer rapidement des courtes aux longues focales ou inversement, et bien là ça va être un petit peu plus long. Après on peut quand même changer la vitesse du zoom dans le menu, mais je trouve que le changement est toujours un peu trop lent. Il y a également sur la molette des modes de prise de vue une nouvelle fonction AP pour photo avancée. Ce mode en fait va regrouper tous les paramètres à effet. On va y retrouver par exemple un mode live composite, un mode lifetime pour les poses longues, un mode multi-exposition, un mode HDR, un mode silencieux, un mode panorama, un mode compensation qui va ajuster les perspectives, un mode de bracketing ou encore un mode qui va combiner plusieurs photos avec des mises au point différentes pour avoir une profondeur de champ plus grande sur une photo macro par exemple. Souvent tous ces modes sont un peu éparpillés entre les boutons sur le boîtier et les différents paramètres dans le menu et là c'est vraiment très intéressant et pratique de les avoir sur le même mode de prise de vue. Au niveau de la photo, vous avez le choix du ratio 4 tiers, 16 neuvième, 3 demi, un format carré ou 3 quarts. Et puis classiquement, on va pouvoir choisir la qualité d'image. On a le JPEG avec différents modes de compression et le RAW. De manière générale, les images sont très correctes avec naturellement de belles teintes et couleurs. On va retrouver également la possibilité d'utiliser différents filtres artistiques pour donner un style différent à notre image. Au niveau de la gestion du bruit en fonction de la montée en ISO, la plage dynamique s'étend de 100 à 25 000 ISO, ajustable au tiers de valeur. Jusqu'à 3200 ISO, comme vous pouvez le voir, le grain n'est pas trop dérangeant et l'image est encore utilisable. Au-delà et surtout à partir de 12 800, ça devient quand même un peu plus compliqué. Ensuite, l'appareil propose un mode de prise de vue automatique avec un intervalle fixe pour réaliser par exemple des timelapses. Il va proposer également un système d'intensification des contours pour la mise au point manuelle, c'est le focus picking. Par contre, le boîtier ne propose pas les zébras qui est l'aide à l'exposition. Au niveau du mode vidéo, la nouveauté majeure de cette version, c'est la 4K Ultra HD, 3840 par 2160 à 102 mégabits par seconde qui va être disponible à 30, 25 ou 24 images par seconde. Ensuite on a un mode 1080, on va pouvoir avoir différentes cadences d'image, 60, 50, 30, 25 ou 24 images par seconde. Et puis on a également un mode haute vitesse à 120 images par seconde. Par contre là, la résolution repasse en 720p. Dans le menu, on va également pouvoir choisir le débit, la compression de la vidéo, impactant la qualité de la vidéo et le
poids du fichier. On a le choix entre normal, fine et super fine. Je vous compare les trois, bon la différence n'est pas flagrante, mais on peut ressentir peut-être un léger gain de définition entre le normal et le super fine. Ok, maintenant je vais te montrer des échantillons de chaque format pour que vous ayez une idée de la qualité d'image. On commence par le mode Ultra HD, on a une image bien nette, bien précise, et puis je vous la compare avec du 1080. Et puis enfin, on va pouvoir faire quelques slow motion assez sympas à 120 images par seconde. Allez, maintenant je vous montre un petit montage de vidéos et de photos pour que vous ayez une idée de la qualité d'image. Côté rolling shutter, il y en a très peu en Full HD, par contre en 4K Ultra HD, il sera un peu plus présent. On a vu qu'il n'y avait pas d'entrée micro, ce qui est bien dommage. Peut-être qu'en compensation, Olympus propose des micros internes stéréo 16 bits 48 kHz au format Wave. On va donc les essayer tout de suite. On commence en intérieur avec les tests des micros intégrés de l'Olympus. Je vous laisse vous faire une idée de la qualité d'enregistrement audio. Et la deuxième test, vous m'entendez avec la réduction devant, donc je vous laisse vous faire une idée de la qualité des micros internes de l'Olympus. Après, si je devais utiliser du son professionnellement, j'utiliserais plutôt un micro externe combiné à un enregistreur externe. On arrive à la conclusion de ce test et je vais vous donner mon avis. C'est mon premier test d'Olympus et dans l'ensemble, j'ai l'impression que ce boîtier est assez complet. Premièrement, le boîtier est plutôt séduisant. Voilà, un peu avec ce style rétro vintage qu'on retrouve également chez Fujifilm. Donc si c'est un aspect important pour vous, eh bien faites-vous une idée, mais moi je le trouve quand même assez stylé. La prise en main est plutôt confortable, le boîtier n'est pas lisse de partout, voilà, on a quand même des petits enflements où on va pouvoir avoir des prises correctes et dans les menus ça va, on arrive à s'en sortir, c'est pas les plus intuitifs du monde, mais pour un débutant on peut s'en sortir amplement. On a un mode de connexion Wi-Fi, l'autofocus est assez bon en photographie, en vidéo un petit peu plus lent, mais on peut quand même s'en sortir avec. Et puis surtout, là où ce boîtier va être très bon, ça va être en termes de performance, surtout au niveau de la vidéo. Il propose l'Ultra HD, on a du 1080 à 60 images par seconde et un petit mode slow motion à 120 images par seconde en 720. Et surtout, la stabilisation 5 axes, c'est un des points les plus importants de ce boîtier parce que quand on l'équipe d'une focale fixe, eh bien, elle va être stabilisée. Et puis on a vu qu'en plus de la stabilisation 5 axes, il proposait une stabilisation numérique. Donc là, c'est vraiment top, bah voilà, pour presque faire des déplacements, des petits travelling à main levée. Donc voilà, ça c'est un des points majeurs de ce boîtier, c'est la stabilisation 5 axes. Après, au niveau des points négatifs, le plus gros pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'entrée micro, ça c'est vraiment dommage. Pourquoi il n'y en a pas Olympus, je ne sais pas, mais il y a toujours plein de façons d'enregistrer du son et puis de le synchroniser par la suite. Tu peux utiliser un micro-cravate sur un smartphone ou encore un micro externe sur un enregistreur externe. Et puis toujours l'aspect un petit peu manquant au niveau de l'écran LCD, de l'articulation, mais bon ça c'est un peu le cas de beaucoup d'appareils photo hybrides, c'est qu'au niveau de l'articulation on est toujours limité, on n'est pas sur une rotule, on va pas pouvoir l'incliner à 180 vers le haut en mode selfie. Donc pour moi c'est un petit peu embêtant et puis ça permet aussi de préserver la dalle de l'écran. Donc pour moi c'est quand même un élément important que je recherche sur un boîtier. Sans quoi l'appareil n'est pas non plus trop pixelisé, donc à faire attention en extérieur dans des conditions un petit peu trop extrêmes. Ensuite, à qui s'adresse ce boîtier? Eh bien je dirais aux débutants et également aux intermédiaires, aux confirmés. La qualité d'image va vous plaire, la stabilisation va vous plaire. Il est assez léger et compact. Les objectifs de chez Olympus sont vraiment tout petits, tout compacts. Donc pour du voyage, voilà, ça s'embarque très facilement. Vous pouvez même prendre 2-3 objectifs, ça pèse 3 fois rien dans le sac. Et puis aussi, il a un certain look, donc vous allez faire pour sûr des jaloux. Donc pour moi, c'est un boîtier polyvalent, mais si vous recherchez une caméra également pour la vidéo qui est pas trop chère, eh bien celui-là est vraiment très intéressant. Et je pense que je peux le dire maintenant. Bon, il me reste encore quelques boîtiers à tester au niveau de cette gamme de prix chez Panasonic, mais il y a des chances que ça soit un des meilleurs boîtiers en dessous de 1000 € en termes de polyvalence d'image
et de qualité vidéo. Moi personnellement, c'est un boîtier qui m'intéressera en tant que seconde caméra et c'est vraiment un des boîtiers entrée de gamme en dessous des 1000 € que je vous conseille. Parce que finalement, il y a très peu d'aspects négatifs, à part l'entrée micro manquante. Donc voilà, c'est un boîtier que je vous recommande, et dans l'ensemble, le parc optique Olympus n'est pas non plus hors de prix. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Le lien de cet appareil est dans la description, avec la liste de toutes les caractéristiques. J'ai déjà tourné et monté une comparaison qui devrait arriver prochainement entre cet Olympus, le Fujifilm X-T20 et le Canon M50. Donc il y a des chances que ça puisse également vous intéresser. Voilà, comme d'habitude, je t'invite à me donner ton avis dans les commentaires, à me dire ce que tu penses de ce boîtier. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être le premier au courant des sorties sur cette chaîne. N'oublie pas les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, j'essaye de vous partager de plus en plus de choses dessus. Et puis nous on se dit à la prochaine, ciao les artistes!